Et Artaud, il dit quelque chose de très juste. Il dit on peut très bien considérer notre environnement comme une ressource, mais c'est tellement dommage, parce que la ressource est tellement vide en soi. Alors que si on le considère comme quelque chose qui est habité par un esprit, tout de suite on voit les choses de manière différente en fait. On personnifie et on a peut-être plus envie de le préserver qu'on s'il le considère juste comme une ressource. Un bois, ça peut être un bois et on peut le voir comme une réserve pour l'hiver, comme on peut voir un bois comme un lieu où a vécu Merlin l'Enchanteur à Brocéliande en Bretagne par exemple. Et là tout de suite on n'entre pas de la même manière dans le bois, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. L'épisode 22 avec Sophie Planck, que j'avais rencontrée dans le cadre de son périple à vélo de l'Alaska à la Patagonie, est dans le top 3 de vos épisodes préférés, et cela ne m'étonne pas. Réalisatrice, photographe, conférencière et membre de la Société des explorateurs français, sa curiosité naturelle la pousse à creuser des sujets qui l'intriguent, et ses partages sont passionnants. Elle nous emmène cette fois en Pologne, sur la trace de ses ancêtres, puis dans une autre destination aux allures de légende. Empathique et tenace à la fois, Sophie a l'art d'ouvrir de par le monde des portes parfois bien difficiles à faire bouger pour aller au cœur des histoires avec douceur et intelligence. C'est ainsi que se sont ouvertes pour elle les portes du pays des brumes, avec leurs cohortes d'épopées, de traditions et même de religions presque oubliées, mais dont le feu bien vivant couve toujours. On ne construit pas une saison 9 sans alliés, mes sponsors m'honorent par leur soutien. 2 petits messages pour eux, et puis place à l'épisode. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans ma banque, on peut encore avoir un vrai interlocuteur en ligne qui vous connaît et qui est toujours prêt à vous écouter. Dingue, non ? Chez CPH, ils s'intéressent réellement à mes projets. En plus, CPH est une banque coopérative qui soutient exclusivement l'économie locale. Et savoir que mon épargne aide l'économie de ma région, c'est important pour moi. CPH, de loin la banque la plus proche. L'aventure, oui, mais mal équipée, c'est pas le pied. Une veste qui se transforme en piscine, une tente qui joue les filles de l'air ou des chaussures qui n'assurent pas votre sécurité ? Il y a des mésaventures sans intérêt qu'il vaut mieux éviter. Parce qu'un bon conseil peut faire toute la différence, évitez les galères et faites-vous conseiller par des experts. Ils vous attendent en magasin et sur iceadventure.com. Ice Adventure, adventure is everywhere. Bonjour Sophie Planck, bienvenue à Namur. Bonjour Anne B, merci beaucoup pour l'accueil. Ça fait trop plaisir, donc tu me permets de te présenter ? Bien sûr. Alors tu es journaliste, autrice, réalisatrice, photographe et conférencière. Tu es membre de la Société des explorateurs français, passionnée par la géographie et la poésie du monde. Observatrice voyageuse, souvent en quête de ces peuples qui perpétuent les savoirs ancestraux et vivent intensément leur connexion à la nature, ta quête frôle souvent le cheminement au cœur du naturel autant que du spirituel, et c'est un régal de se laisser prendre par la main par tes documentaires pour te suivre sur tes chemins escarpés, enneigés, enforestés et toujours émerveillés. Alors aujourd'hui, bonheur des bonheurs, donc j'ai Sophie devant moi pour cette discussion. On s'était déjà rencontrés pour ton film Alaska-Patagonie, votre traversée des Amériques du nord au sud à vélo avec Jérémy. On en a parlé ensemble dans l'épisode 22. Tu vois, j'ai toujours les affiches au mur. Hein. Je les ai pas vite remises parce que tu venais, elles étaient là. Elles m'accompagnent tous les jours dans mon travail. J'adore. Elles me font rêver. Et donc, avant comme depuis, tu as fait plusieurs aventures à vélo, à pied. Dis-moi un peu, c'était quoi tes aventures pour qu'on te suive un peu sur la géographie du monde ? Alors en rentrant de Alaska-Patagonie, j'ai beaucoup voyagé en France dans un premier temps, à pied et à vélo. Donc c'est par exemple des grandes traversées de l'Ardèche VTT, grandes traversées de la Creuse VTT, des choses plus locales qui ont fait beaucoup de bien aussi, de réancrage on va dire. Tu faisais aussi en mode bivouac ou chez l'habitant ? Oui, bien sûr, bivouac, un petit peu chez l'habitant. Toujours dans cette logique de traverser une géographie pour mélanger culture et nature en fait. Et donc
apprendre un peu d'histoire, un petit peu de la vie des gens que l'on rencontre au gré d'un détour, d'un virage. Et ça, c'est quelque chose qui me fait toujours beaucoup de bien. C'est d'aller vers le simple et le, entre guillemets, on pourrait dire le banal, parce qu'en fait, c'est dans le banal qu'il y a les plus beaux trésors. Et puis, après, ces projets, on va dire, plutôt franco-français, parce que quand on est rentré d'Alaska-Patagonie, il y a eu le Covid, donc forcément, ça a eu un impact sur tous les projets. Très vite, j'ai eu envie d'écrire un nouveau projet d'expédition en Europe, qui découle un petit peu de Alaska-Patagonie. C'était un projet où je me posais cette question de est-ce qu'on a en Europe un héritage lié à la nature au même titre qu'on a pu en témoigner sur le continent américain, avec la Pachamama en Amérique du Sud, avec ses relations animistes en Amérique du Nord également. Et donc, c'est un projet que j'ai concocté pour l'Europe, l'Est de l'Europe. Et c'était une grande traversée hivernale autour de la mer Baltique, à vélo à nouveau, pour aller rencontrer les peuples baltes, estoniens, lettons, lituaniens. Et donc, ça a été 6 mois de vélo, par moins 30 degrés, pour aller réaliser un film et un livre. Et puis, derrière ce projet-là, il y a eu un projet très personnel d'immersion pendant 1 mois en Pologne, à vélo aussi, en solitaire, pour aller reconnecter avec cette moitié de moi. C'est un projet que j'ai appelé Ma Terra Incognita, parce que je suis moitié polonaise, moitié française, bretonne, et donc j'avais besoin et envie à ce moment-là de reconnecter à cette partie que je connais peu. Ça faisait 25 ans que j'avais pas vu ma famille en Pologne. Ah oui. Donc j'ai commencé par faire un tour des coins les plus sauvages de Pologne, pour ensuite terminer par des retrouvailles fortes en émotions. Ah bah oui, je m'en doute. Ça doit être fort quand même. Ouais, c'était très fort. C'était un alignement, on va dire, dans le sens où c'est une partie de moi que je connais très peu. C'est une histoire d'immigration qui n'a pas été simple pour ma mère. Et donc renouer d'abord avec la terre polonaise et ensuite avec la famille, ça a été quelque chose de très puissant. Et c'est pas que dans le cœur que ça a fait écho. Ça a fait écho dans le ventre, ça a fait écho partout, quoi. Donc c'était très, très beau. Tu ne parles pas polonais? Non. Ça doit être étrange de rencontrer une famille qu'on ne comprend pas parfois. Ouais, ça a donné beaucoup pas d'angoisse, mais de peur et de grands questionnements. Je me suis dit que j'ai eu plus peur de réaliser ce petit projet de 1500 km en Pologne que de traverser les Amériques à vélo ou que de partir par moins de 30 degrés pendant 6 mois. Ouais, ça m'étonne pas. Wow, c'était un beau projet. Tu partages beaucoup sur les réseaux, on peut le dire tout de suite, parce que c'est vrai que c'est intéressant de se suivre. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'elle fait, Sophie, pour le moment? Moi, je te regarde souvent, je t'épille. Bon, après, avec ton consentement, puisque le réseau, c'est fait pour ça. Bien sûr. Mais c'est vraiment très, très chouette à suivre. Parle-nous un peu de ce film. C'était quoi ce voyage au pays des brumes? Donc l'itinéraire, on en a un petit peu parlé. J'ai dû même regarder, en général, le grand spécialiste de la géographie comme moi. Pourquoi là-bas? C'est quoi qui t'a attiré vers là-bas? Donc tu étais à la recherche d'une certaine authenticité, de gens qui seraient encore connectés. Comment est-ce que tu as eu vent des pays baltes? Et alors pourquoi l'hiver aussi? Enfin, moi j'ai tout de suite pensé à notre première discussion en fait quand tu as sorti ce projet-là. Je me souviens de cette chute à vélo au tout début de ton itinéraire où tu as été accueillie par une femme un peu chamane, je crois, en Alaska. Et je me suis dit, est-ce que c'est là qu'il y a une petite graine qui a germé dans son esprit, une envie d'aller à nouveau dans ce contexte hivernal, vers ces traditions un peu animistes, ou est-ce que c'est possible qu'il y ait eu une petite genèse là-bas? Oui, je pense clairement que Alaska-Patagonie, ça m'a donné une paire de lunettes différentes, on va dire, pour comprendre, j'ai envie d'appeler ça la pensée sauvage, un petit peu, de Claude Lévi-Strauss, mais on va dire que moi, je développe à ma manière. Et donc, cette pensée sauvage, elle m'emmène à me questionner en rentrant sur est-ce qu'on a, nous, en Europe, un héritage lié à la nature, culturel, spirituel un petit peu, si on peut dire, au même titre que la Pachamama d'Amérique du Sud, ou bien que voilà, cette grande pensée de la terre-mère en Amérique du Nord aussi. Et puis, je me suis juste posé cette question-là en rentrant. Est-ce qu'on a ça encore? Ou bien est-ce que c'est relique? Est-ce que ça n'existe plus? Et puis, bon, la vie fait que j'ai un peu mis cette question de côté, jusqu'à ce que je rencontre en 2021 une jeune femme lettonne qui m'explique que en fait
elle vénère les anciens dieux et que c'est courant en Lettonie, en Lituanie et en Estonie d'avoir cette relation justement aux dieux anciens, à savoir le dieu de l'eau, le dieu de la terre, d'aller se recueillir auprès d'une source d'eau, etc. Et là, je me dis, intéressant. J'avais jamais entendu parler de ça en Europe et encore moins dans ces pays-là, qui pour moi sont dans l'imaginaire que j'en ai, des contrées grises, bétonnées, ex-république soviétique. Je vois pas du tout un appel lié à la nature dans ces pays-là. Donc ça m'interpelle. Donc je commence à faire des recherches et là ma casquette de journaliste qui travaille depuis 15 ans en investigation en télé prend le dessus. Et donc, je commence à faire des lectures, à passer des coups de téléphone, et je me dis, ah ouais, il y a vraiment quelque chose. C'est pas un phénomène de mode, c'est pas, on va dire, un renouveau yéyé, hippie, New Age qui revient, comme on peut l'avoir, je dis une bêtise, en Angleterre, avec le mouvement des sorcières, etc. Non, c'est quelque chose de très profond, de très ancré, et puis surtout de très mélangé à la culture qui est devenue catholique en Lituanie ou bien protestante en Estonie. Ce sont les derniers pays à avoir été christianisés en Europe au XVIe, XVIIe, voire XVIIIe siècle. Donc, il y a un mélange qu'on peut appeler syncrétisme un petit peu, notamment en Estonie, qui est très intéressant. Oui, c'était dans les questions d'ailleurs. Ce mélange, on passe allègrement de l'église orthodoxe à Péco. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, moi, ça m'intrigue, ça m'interpelle. Je commence vraiment à passer des coups de téléphone par là-bas, etc., pour prendre un petit peu l'ambiance. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose à raconter. J'ai envie, bien sûr, d'y aller, mais j'ai pas envie d'y aller en avion ou en train. C'est un sujet trop sensible à aborder pour la simple et bonne raison que jamais personne n'a abordé cette thématique encore là-bas. Toutes les personnes que j'ai au téléphone me disent « mais vous êtes la première à nous poser la question. D'où vient cette tradition ? Pourquoi est-ce qu'on pense comme ça ? etc. » Donc je me dis « ok, il faut prendre le temps de bien faire les choses. » Je rentre de ce grand voyage à vélo où j'ai compris à quel point le vélo peut être un vecteur social, peut ouvrir des portes qui ont toujours été fermées, et puis surtout qui crée ce lien d'expérience, avant de filmer quoi que ce soit, il faut que j'expérimente. Il faut que je sois sur le terrain, il faut que je ressente cette nature, parce qu'encore une fois, nature et culture sont liées. Et quand je dis pensée sauvage, je pense vraiment à cette pensée humaine liée à son environnement. Et donc, j'ai besoin et envie de comprendre l'environnement dans lequel j'évolue pour m'intéresser à l'homme qui est dans cet environnement-là. Et souvent, tout est lié. Quand on comprend l'environnement dans lequel on évolue, on comprend l'homme en face de nous. On est même capable de deviner le caractère d'une personne en ayant compris l'environnement dans lequel il habite. Donc ça, c'était nécessaire. Et donc est né ce projet de traverser un hiver complet autour de la mer Baltique pour aller témoigner des cultures ancestrales baltes. Pourquoi l'hiver ? Oui. Parce que déjà, je vais voir des personnes pour parler de sujets intimes. On peut parler de sujets intimes en été, mais en été, il y a une effervescence particulière avec la lumière, avec la saison qui implique de devoir faire beaucoup de choses en été. La plupart des personnes qu'on va voir, ce sont des agriculteurs, ce sont des personnes qui travaillent la terre. En été, ils sont trop pris, ils n'ont pas le temps. L'hiver, c'est le temps du repos, c'est le temps calme, où on n'a quasiment rien à faire. On fait un feu, on s'assoit au coin du feu et on se raconte des histoires. Donc littéralement, c'est le moment pour aller raconter cette histoire intime de relation à l'environnement. Et puis aussi, moi, j'ai cet attrait de l'esthétique. J'ai envie de montrer cette brume. J'ai envie, parce que les pays des brumes, c'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. C'est que les brumes d'évaporation, les brumes de forêt sont omniprésentes. Oui, c'est pas un nom que toi tu leur as donné, c'est un nom. Alors, c'est une petite anecdote intéressante. Lors de mes recherches, je suis tombée sur des textes et des récits d'archéologues qui racontent la route de l'ambre qui existait pendant très longtemps, pendant l'Égypte ancienne, la Grèce antique, etc. Ok, je connaissais pas la route de l'ambre. Donc, l'ambre qui est produit, qui a toujours été trouvé en mer Baltique, et notamment dans l'enclave de Kaliningrad, côte lituanienne, etc., ou Nord-Pologne, c'était une pierre très prisée en Égypte et en Grèce, tout simplement parce qu'elle n'existait pas là-bas. Donc on voulait quelque chose de rare, de beau, de précieux. Et cet endroit-là, il fallait qu'il soit préservé. Donc tous les marchands qui venaient en quête de l'ambre ne disaient pas
d'où provenait l'ambre. La seule chose qu'il pouvait dire, c'est « Ah, ça vient des pays des brumes », sans dire exactement où c'est. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette appellation-là, parce qu'elle relève du mystère, ça relève de quelque chose de caché. Et ce que je vais raconter, c'est du mystère et c'est caché encore aujourd'hui. On n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop expliquer parce qu'on a peur du jugement. Et moi, j'ai été confrontée à ça aussi. Lorsque j'ai passé des coups de téléphone, j'ai été confrontée à des personnes qui avaient très peur de ce que j'allais raconter, de leur relation à la nature. Est-ce que j'allais juger? Est-ce que j'allais les ridiculiser? Il y avait beaucoup de questionnements par rapport à ça. Oui, j'entends dans le documentaire, tu dis, il y a quelqu'un, il a fallu 1 an pour que tu arrives à le convaincre de le rencontrer. Ouais, je pense à Vykintas, qui est un archéologue de renom en Lituanie. C'est quelqu'un qui est vraiment considéré comme une grande autorité. Tout le monde le connaît, tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde adore son travail de recherche, de préservation, justement de l'histoire lituanienne. Il faut savoir que la Lituanie, pendant le Moyen-Âge, ça a été le plus grand royaume d'Europe. Et ça comprenait donc la Lituanie actuelle, mais aussi une grande partie de la Pologne, une partie de la Biélorussie et de l'Ukraine. Donc c'était vraiment un grand, grand royaume pré-chrétien, parce qu'à l'époque, le roi, il était considéré païen, donc pas du tout catholique. Il s'est converti plus tard, le dernier, Jagellon, à la religion catholique. Mais pendant très longtemps, c'était un royaume pré-chrétien. Et donc l'histoire de la Lituanie est très singulière, elle est très, très riche, très forte. Et donc lui, il fait partie de ces personnes-là qui travaillent beaucoup sur la préservation de cette histoire-là, des lieux sacrés qui sont encore entretenus aujourd'hui, etc. Et donc cette personne-là, au début, quand j'essayais de l'appeler, il me raccrochait au nez. Il voulait pas me parler. Genre, il m'a entendu parler anglais, dire que j'étais journaliste, réalisatrice pour la télévision française. Pout, bip. Bip. Non, il voulait pas. Non. Et donc, j'ai envoyé des mails. Il répondait pas à mes mails. Donc, j'ai continué à raison de 1 mail par semaine pendant 1 mois. Ensuite, 1 mail tous les 4 jours pendant 1 mois. Et puis 1 mail tous les 3 jours avec des petits coups de téléphone. Moi, je suis capable d'être assez insistante quand je sais que ça vaut la peine. Et puis un jour, je lui ai dit « Mais écoutez, Vykintas, s'il vous plaît... Laissez-moi vous expliquer ce que je voudrais faire. Laissez-moi vous raconter mon point de vue, mon histoire et pourquoi j'ai envie de vous avoir au téléphone. » Ça a fonctionné. On s'est eu au téléphone. Je lui ai tout raconté de qui j'étais, de ce que je venais de réaliser à vélo et du fait que j'avais envie de venir le rencontrer à vélo aussi, avec cet esprit et cette philosophie de cette fameuse pensée sauvage que j'ai envie de développer. Et là, il y a eu quelque chose. Là, il m'a dit « Ok ». Et c'est là qu'il m'a parlé d'un endroit avec un feu sacré, etc., etc. Et c'est de cette manière-là que tout ensuite s'est construit au fur et à mesure. Mais à vélo, et ça, c'était important. Dans les forêts brumeuses baltes, je suis venue chercher des secrets murmurés. Des légendes contées et des savoir-faire qui traversent les âges. Les Estoniens, Lettons et Lituaniens auraient hérité de leurs ancêtres des croyances ancestrales animistes, qui donnent à l'eau, aux arbres ou aux roches des esprits particuliers. Une autre approche du vivant dont Jérémy et moi nous sentons proches. C'est vrai, comme tu dis, ça permet d'expérimenter le milieu dans lequel les gens vivent et qui forge les gens et leur caractère et leur histoire et leur tradition. Ça me refaisait penser à des choses qu'on avait dites avec Rémi Camus, le fait de prendre le temps de venir, hein, vraiment de traverser ce pays qui est le leur, d'arriver avec déjà ce bagage, comme tu dis, d'expérimentation, et puis de voir que les gens prennent le temps pour venir et puis prennent le temps sur place aussi. Tu viens pas dropper par un avion avec le train, voilà, j'ai 3 heures, je prends votre histoire, je m'en vais. Et donc ça change tout aussi de venir, d'avoir traversé, d'avoir vraiment pris la peine dans le sens de peine, dureté, hein, et puis de se dire voilà, on est là et ouais, il y a une notion d'échange. Il y a une notion d'échange, de partage. On vient pas, en effet, juste pour prendre quelque chose, mais pour partager quelque chose. Et donc, quand on parle de feu,
de relation au feu, parce que le feu est très important pour les populations baltes, et notamment en Lituanie, et j'expliquerai après pourquoi. Mais quand on parle de relation au feu, en fait, on a déjà une relation au feu en arrivant. Ouais. On a une relation au feu parce que pédaler en plein hiver, donc là, quand on commence le voyage, c'est en novembre 2022. On part de Hambourg à vélo. C'est la fin de l'automne. Il y a encore beaucoup d'arbres avec des feuilles colorées, chaleureuses, magnifiques, mais on sent que l'hiver s'installe. Et au bout de 3 semaines, les premières neiges arrivent, les premières températures négatives. Et donc, on commence à faire du feu le soir pour se réchauffer, sécher le matériel, et puis tout simplement faire bouillir de l'eau pour que le lendemain matin, tout ne soit pas gelé, etc. Donc on commence à se dire que le feu, il a une place particulière dans le voyage. C'est un compagnon. Il nous accompagne, il nous réconforte. C'est autour du feu que le soir, on se retrouve avec Jérémy et qu'on se raconte nos histoires. Parce que quand on pédale en pleine journée dans le froid, on a besoin de concentration. Et donc, nécessairement, on est chacun sur notre vélo et on ne parle pas forcément. Et donc, le soir, c'est le moment où on sort de notre bulle, on se raconte, on parle de nos réflexions, de nos pensées. Et tout ça, c'est grâce au feu. Oui, vous le disiez dans le documentaire, et quelque part, chaque soir, on fait notre foyer. Une fois que le feu est allumé, on se sent chez soi. Et donc, c'est vrai que encore maintenant, ça reste le feu et le foyer. Le foyer, ça voulait dire la famille, enfin, les gens qui vivaient sous un même toit. Donc, le symbole du feu a toujours été très, très fort. Et c'est vrai que quand on réexpérimente ce que c'était avant d'avoir froid, de se réchauffer, d'accumuler la chaleur pour la nuit, puisque vous dormiez dehors, même par cette température-là, c'était très fort. J'aimais bien aussi quand il disait... quand tu n'es plus rien, le feu devient tout. Parce que quand on n'a plus rien, quand on est justement dépossédé de tout volontairement, mais le feu devient vraiment le très très central. Et aussi que il y a un moment, Jérémy, autour du feu, chaque geste compte. Et moi, j'ai le goût pour ça. C'est vrai que c'est chouette. On voit chaque geste, mais allumer le feu. C'est vraiment des moments où on est très présent, où il n'y a plus rien d'autre qui compte que faire fondre la neige pour pouvoir frire le thé, etc. Et donc c'est le retour à l'essentiel qui fait beaucoup de bien. Ouais, rien qu'à regarder déjà, donc vous qui l'avez vécu. Ouais, c'est côtoyer l'élément et passer du temps avec lui, en fait. Et donc, quand on fait un feu, tout de suite, ça devient une espèce de cérémonie, en fait. Parce qu'il faut aller chercher le bois, on prend que du bois mort qu'on trouve au sol. C'est important de ne pas couper, tout simplement, une branche. Et puis, de toute façon, elle ne prendrait pas très bien, parce que ce serait du bois vert et ça ne sert à rien. Donc, il y a cette logique de quête, dans un premier temps. Moi, quand je pars, qu'on arrive, qu'on met le bivouac, et que je pars chercher le bois, je suis là et je ne suis pas là à la fois, en fait. Je laisse place à mon instinct qui me dit « va par là, prends telle branche, prends-la, et puis ensuite, tu vas construire ton foyer, tu vas construire ton feu ». En mettant les branches d'une certaine manière, de manière très douce et délicate, pour que toutes les petites brindilles prennent dans un premier temps. Et puis qu'ensuite, je rajoute au fur et à mesure un peu plus grand, que je nourrisse ma flamme. Et tout ça, c'est de l'ordre de la relaxation aussi. C'est hyper apaisant, c'est hyper beau de construire ces braises qui vont ensuite réchauffer toute la soirée. Il y a quelque chose de l'ordre de la présence. On construit, on fabrique une présence. Et de la manière dont tu le dis, que c'est tellement important qu'effectivement, on est dépendant à ce moment-là à nouveau de l'environnement, puisque vous n'apportez pas votre bois sur le vélo, donc vous allez dépendre de ce que la nature vous offre. Et là, on retouche à une pensée naturelle, du sacré, du naturel, quoi. On peut avoir de la gratitude quand on a trouvé ce qu'il fallait, etc. Et on retrouve justement cette manière, on comprend pourquoi on faisait peut-être des offrandes à la nature pour la remercier ou pour lui demander justement de continuer à être généreuse. Et on sent dans tes mots le retour du sacré, quoi, je veux dire. Complètement. Et puis parfois, ça nous joue des tours parce qu'on prie presque pour que ça prenne. Et parfois, alors, je pense à une anecdote, le soir de Noël, le 24 décembre, on est en bivouac, on a célébré le solstice d'hiver, on a passé des moments extraordinaires avec les gens, et puis on se retrouve tout seul. Et bien sûr qu'il faut faire un feu ce soir-là, c'est essentiel. On n'en fait pas tous les jours, parce que quand il fait 1, 2, 3 degrés, il fait chaud, entre guillemets, on n'a pas besoin. Quand il fait -10, -15, -20, là, c'est nécessaire d'en faire un pour se réchauffer. Et là, ce soir-là de Noël, il fait assez froid.
mais il a beaucoup plu les derniers jours. Il y a eu un redoux, donc tout le bois que je trouve, il est mouillé. Il est détrempé jusqu'au cœur. C'est une tannée de commencer un feu avec ça. Donc il y a en effet ce petit rituel des toutes petites brindilles que j'arrive à trouver sous les branches, qui sont à peu près sèches, etc. Mais j'ai beau alimenter comme je peux mon feu, si je ne les vente pas, il s'éteint. Ça prend pas, ça veut pas prendre. Pendant une demi-heure, pendant 45 minutes, pendant 1 heure. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. En plus, j'ai acheté un camembert pour la soirée. Ah oui, le camembert. Et il a congelé le camembert. Il faut le décongeler pour le manger pour le soir de Noël, c'est obligé. Donc du coup, Jérémy, à ce moment-là, il a abandonné, il est dans la tente. Je suis toute seule. Je suis toute seule devant mon feu qui veut pas prendre. Et ça me prendra 2h15 au total pour que le feu prenne, mais finalement, il va prendre. Hein. Et là, j'ai prié. Là, j'ai prié tous les dieux qui existaient en disant, s'il vous plaît, laissez-moi manger mon camembert le soir de Noël. Et comme quoi, avec un peu de persévérance, on y parvient. Surtout si on apitoie les dieux avec un camembert, en disant, oui, non, c'est pour un camembert, faut qu'on l'aide, là, la pauvre. Piliakalnis, kuris jau daugiau kaip 2000 metų yra gyvenamas, yra reikšmingas, svarbus. Jie yra simbolis kovos už laisvę. Un feu éternel existait sur cette colline depuis des millénaires. Les flammes pouvaient servir de signal d'alerte en cas d'invasion. Elles ont été éteintes durant la christianisation du pays, il y a 600 ans. Les vestiges de ces temps anciens se dessinent à peine dans la neige. Les dominations successives ont empêché le feu d'être rallumé. Mais depuis l'indépendance du pays, les braises se ravivent. Le feu est revenu. C'est la toute première fois qu'une caméra est acceptée dans cet âtre, à l'abri des regards. Oi, klevi, klevelį, žalasis medelį, daugiau neapžaliusi, kaip ši rudenelį. Ce feu est entretenu jour et nuit depuis 32 ans par un peu plus de 200 bénévoles. On vient de Pologne, de Biélorussie, d'Allemagne et même de Russie. Karolis fait partie des plus assidus. Tu vas nous parler d'une rencontre que tu as racontée dans votre documentaire, qui parle d'ailleurs d'un feu, justement, entretenu jour et nuit. Et il y a une très belle chose que tu dis à ce moment-là dans le film, qui est une citation de Gustav Mahler. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Et franchement, plus ton film progresse, plus je trouve que cette phrase gagne en profondeur. Je l'ai entendue, je l'ai trouvée belle, j'y ai repensé à la fin du film, j'ai dit mais il y a encore beaucoup plus que ça, quoi. Préserver les traditions des peuples, qu'est-ce que ça représente après tout ce travail pour toi, tu vas m'en parler, mais d'abord on va parler de ce feu perpétuel. Oui, donc quand j'ai commencé mes recherches à propos des relations ancestrales, animistes, à l'environnement, etc., j'ai commencé à discuter avec beaucoup de personnes en Lituanie. Et puis un jour, sur un coup de téléphone, il y a quelqu'un qui me parle d'un feu, sans pouvoir me dire grand-chose de plus à ce moment-là. Donc un feu, mais quoi comme feu? Les gens viennent, font un feu, je n'ai pas très bien compris. Et donc, au fur et à mesure, j'ai d'autres personnes au téléphone. Enfin, ça, voilà, c'est un travail classique d'investigation. Une personne qui me renvoie vers une autre, qui me renvoie vers une autre, etc., etc. Et donc, plus le temps passe, plus je commence à construire et à avoir des informations sur ce feu, dont la localisation est inconnue. Je ne sais pas qui l'entretient, pourquoi. Mais je sais qu'il existe un feu qui est entretenu depuis 32 ans, non-stop, jour et nuit. Donc ça m'intrigue, bien entendu. Et donc c'est en discutant avec Vykintas, ce fameux archéologue qui fait ce travail incroyable de recherche autour des traditions, etc., que j'arrive à comprendre qu'en effet, c'est au sortir de l'Union soviétique, quand la Lituanie redevient indépendante, il y a un groupe de Lituaniens qui a décidé de recréer cette tradition qui, avant la colonisation de la Lituanie, était légion. Chaque colline, on va dire chaque village, possédait son feu sacré, qui était entretenu jour et nuit.
Et donc, quelque part, cette libération politique, géopolitique, elle est très importante parce qu'elle permet à la Lituanie de se redécouvrir et redéfinir en tant que peuple et en tant que nation indépendante. Ça faisait 600 ans qu'ils étaient sous occupation. Donc, c'est pas rien. Et donc, je fais cette recherche-là. Je parviens à convaincre Vykintas de nous accompagner jusqu'à cet endroit-là. Mais je n'aurai l'adresse de l'endroit qu'une semaine avant. Il n'était pas sûr encore de vouloir nous ouvrir la porte de cet endroit. Il y a 200 bénévoles en fait qui se relaient. Ils ont créé une association et c'est des gens qui viennent des 4 coins de la Lituanie, voire d'un petit peu plus loin des frontières, pour préserver ce feu-là. Ah, carrément, ils viennent de si loin en fait. Ouais. Il y en a qui viennent de Pologne, il y en a qui viennent d'Estonie aussi, il y en a qui viennent à l'époque de Russie. Maintenant, c'est un peu plus compliqué avec la guerre, mais voilà, il y avait des personnes qui venaient d'assez loin pour entretenir ce feu. Et c'est pas du tout des personnes qui sont traditionnalistes au sens conservateur du terme, pas du tout. C'est des gens qui vivent très bien dans la modernité, qui sont très inclusifs, qui sont très ouverts d'esprit, mais qui ont besoin de cette connexion au feu, parce qu'à travers le feu, on parle de connexion aux ancêtres, de connexion à des choses très profondes. Et ces personnes qui viennent entretenir ce feu vivent des expériences sans dire magique, mais des expériences intimes et très personnelles avec le feu. Donc bien sûr, moi, ça m'intrigue et j'ai envie de voir et de comprendre. Ça fait partie, du coup, de ma recherche. Et donc, une semaine avant, j'ai cette adresse qui tombe dans mes mains, que je ne partage pas parce que j'ai envie de préserver, bien sûr, l'endroit. Si un jour, quelqu'un veut faire une recherche, peut-être qu'il tombera sur l'endroit. Et c'est libre à chacun de vouloir chercher ou non où se trouve cet endroit. Quand on arrive en Lituanie et qu'on fait le chemin pour arriver à ce feu, il y a une énorme tempête de neige qui dure sur plusieurs jours. Il y a plus d'1,50 m, voire 2 mètres de neige en cumulé qui tombe. C'est cela où ils disent ça fait 10 ans qu'on n'avait plus vu ça. Exactement. Voilà, c'est la tempête de la décennie. Donc je me sens bien accueillie en Lituanie à ce moment-là. Donc le chemin est compliqué, bien sûr, ça prend du temps. Et puis surtout, je me pose la question, mais est-ce que je vais pouvoir filmer ce jour-là si les conditions sont dantesques et compliquées? Donc la veille de filmer, on prend une chambre d'hôtel pour charger toutes les batteries, c'est important, parce que comme on est en pleine autonomie, il faut qu'on fasse attention à la gestion de batterie. Dans le froid, les batteries adorent, donc tout va bien. Voilà, bon, elles sont toutes sur moi. J'ai 4 batteries pour ma caméra qui est un appareil photo. J'en ai pas plus, faute de place tout simplement. Et donc ces batteries, il faut qu'elles soient chargées. Et donc la veille au soir, voilà, c'est important d'être dans un coin en dur pour tout charger. Le lendemain matin, quand je me réveille et qu'on prend la route pour aller en direction de cet endroit-là, il se passe quelque chose de magique. Il y a le lever de soleil et le coucher de la pleine lune en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui me transcende. Non pas tant de le voir, mais de me dire que le ciel est dégagé. Hier encore, il y avait de la neige comme pas possible. On voyait rien, c'était jour blanc. C'était très compliqué de s'orienter dans la pampa. C'était galère. Et ce matin-là, il y a ce soleil d'hiver absolument incroyable qui réchauffe le paysage, qui crée une brume d'évaporation magnifique. La brume d'évaporation, c'est quand il y a un différentiel de température et que la neige se transforme directement en gaz sans passer par l'état liquide. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est de la sublimation. Ouais. Et donc, c'est de la brume d'évaporation dans les fonds de vallée. Voilà, c'est absolument magnifique. Et donc là, j'ai pour la première fois sous les yeux mon fameux pays des brumes. Et tout est absolument magnifique et donc j'arrive... Et ce spécialiste était lui-même aussi émerveillé parce que ça a aussi une signification pour lui. Pour lui, c'est un signe. Oui. Quand on se rencontre au petit matin, il nous attend sur un parking pas très loin de l'endroit où se trouve le feu. Et déjà, quand il nous accueille les bras grands ouverts en disant « Mais regardez ce signe incroyable, les dieux vous accueillent ». Parce que pour lui,
le coucher de lune, enfin de pleine lune et le lever de soleil, c'est ce qu'on appelle le mariage des dieux en Lituanie. Et en Lituanie, la lune, c'est masculin et le soleil est féminin. Et donc, quand les deux se retrouvent comme ça en opposé, c'est quelque chose de très spécial. Et quand on peut en témoigner, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y a quelque chose, voilà, de magique qui est en train de se créer. Et on se sent, je me sens tout particulièrement bien accueillie pour aller filmer ce moment incroyable de rencontre avec ce feu. Et donc ce feu, il est entretenu, ils existent pourquoi? C'est parce que, enfin juste, non, c'est déjà pas mal, mais c'est un feu sacré, donc c'était pas du tout pour se repérer où est le village ou quoi, c'était pas un Non. phare, c'est vraiment... Non, c'est un lieu de connexion, un lieu d'échange. Il est dans une tour fermée en fait, c'est ça, Ouais, hein. c'est On le ça. voit même pas de l'extérieur en Non, fait. non, c'est ça. Il est dans une tour en bois, à l'orée d'une forêt. Et puis, les gardiens, entre guillemets, du feu viennent en moyenne pour 24 à 48 heures. Et donc, 24 à 48 heures, il ne faut pas dormir toute la nuit, quoi. Il faut être capable soit de se mettre un réveil pour ajouter une bûche, etc. Tout le monde prend ça très à cœur. C'est très important. C'est quelque chose d'unique. C'est le seul feu qui existe de cet ordre-là en Lituanie. Et donc, il est particulièrement protégé, préservé. Et quand on y arrive, on est accueilli par un homme qui s'appelle Karolis, qui est à ce moment-là le gardien du feu pendant 2 jours. Et quand on entre, tout simplement, on fait connaissance avec ce feu qui, en fait, est presque une personne. La présence, elle est palpable. On sent qu'il y a quelque chose, qu'on soit croyant, pas croyant, qu'on croit ou pas à ce genre de choses. Il se passe quelque chose avec ce feu parce que tout simplement, les gens qui arrivent ici, ils arrivent avec des intentions et tout ça, c'est capté par cet endroit-là. Donc c'est vraiment très spécial, très beau et on passera une journée entière autour de ce feu, à l'écouter, à discuter avec Karolis, qui parle en dialecte, un dialecte spécifique de Lituanie. C'est Vikintas qui fera la traduction pour nous, etc. Et on passe un moment absolument merveilleux où justement prend tout son sens de cette phrase de Gustav Mahler, la tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. C'est très beau parce que ça dit aussi qu'on n'est pas là juste pour penser à ce qui était hier, mais à recréer ce dont on a envie pour demain. Et moi, c'est ce que je trouve très puissant, très inspirant des pays baltes, c'est que je parle pas de quelque chose de vieux et poussiéreux, je parle de quelque chose de très moderne en fait. Et cette relation à la nature, cette importance de penser aux traditions, mais en les renouvelant et en recréant quelque chose de neuf, en fait, avec du vieux, je trouve ça très moderne. Et on ne tombe pas du tout dans quelque chose qui pourrait être politisé ou qui pourrait être utilisé de manière un peu conservatrice. Non, on est dans quelque chose de tellement actuel. On a tellement besoin de recréer ce lien avec son environnement, de repenser tout simplement à qui on est, où est-ce qu'on va, dans quelle direction. Et en ça, cet ancrage à un environnement, il est important. Et toutes ces personnes qu'on rencontrera, ce sont d'autant plus de grandes inspirations très modernes. Ouais. Si on parlait un peu de la Lituanie à travers leur tradition, la religion ou les religions, et aussi l'importance des voix des femmes. Oui, alors c'est plus en Estonie, non ? Ils chantaient pas en Lituanie ? Si, ils chantent. Ah oui, d'ailleurs, alors c'est intéressant que tu emploies le mot de religion, parce que pour beaucoup de personnes, ils pensent plutôt à une pensée balte, une spiritualité, ou bien, je dirais plutôt un courant de pensée, une philosophie de vie. Mais c'est vrai qu'il y a, dans les pays baltes, en Estonie, Lettonie et Lituanie, il y a 3 religions liées à la nature qui existent officiellement. En Estonie, il y a la Maosk, qu'on appelle aussi religion de la terre. Le peuple estonien se considère peuple de la terre, c'est un peu leur surnom. Et donc ça, c'est une religion établie. En Lettonie, il y a les Dievturi, qui est aussi une religion balte liée à la nature, qui a été reconnue par le gouvernement il y a 2 ans.
Et il y a les Romuva en Lituanie, qui est également considéré comme un courant religieux. Et eux, ils viennent tout juste d'être reconnus par le gouvernement lituanien, il y a quelques mois. Et par moi, à Namur, aujourd'hui, voilà. Voilà, c'est En tant que ça. religion. Et c'est intéressant parce que quand je réalise le documentaire, ils ne sont pas encore reconnus par le gouvernement lituanien et ça leur pèse énormément. Si bien que les célébrations du solstice d'hiver, ils doivent les faire dans un environnement clos, dans une petite salle d'espace culturel. Ils peuvent pas le faire sur la colline sacrée de la capitale de Vilnius, par exemple. Ah oui. Ils n'ont pas eu l'autorisation. Or, aujourd'hui, et c'est un grand changement, et d'ailleurs, le documentaire a en partie aidé à la reconnaissance de cette religion-là. Ça fait partie des pièces du dossier apportées en disant, regardez, il y a une réalisatrice qui a travaillé pour Arte, qui parle de nous, voyez à quel point on est important. Ça a dû te toucher, là. Ah bah oui, bien sûr, parce que ça veut dire que le travail est utile, en fait. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Lituaniens peuvent se marier, ils peuvent baptiser leurs enfants sous cette religion-là, etc. Et donc, les personnes qui officient sont aussi reconnues, donc ils ont un statut, ils ont un salaire, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Okay. Donc, les choses évoluent, les choses changent. Mais, pour autant, tout le monde ne se reconnaît pas forcément de ce mouvement religieux, mais ils ont cette relation à la nature singulière. Donc, c'est comme dire, par exemple, en Belgique ou en France, je crois en Dieu, mais je pratique pas. C'est un peu le même principe. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, bah oui, bien sûr, moi je crois aux dieux anciens, pour autant, je vais pas aller me recueillir auprès d'une source d'eau. Mais j'y crois, c'est en moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans les 3 pays. C'est des religions très similaires Non, pour plusieurs raisons. Parce que, ethnographiquement parlant, les pays baltes ne sont que la Lettonie et la Lituanie. Les Baltes, qu'on peut traduire par blanc, l'adjectif, ou bien balte au sens balto-balte, c'est vraiment les Lettons et les Lituaniens. Les Estoniens, ce sont des peuples finno-ougriens qui ont migré des chaînes de l'Oural il y a 8 à 10 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. Et ils se sont installés en Estonie, aussi en Finlande, et puis il y a une branche qui est partie créer le royaume magyar qui est devenu la Hongrie aujourd'hui. Et donc ces peuples-là, ils ont une cosmogonie qui est différente. Mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Le dieu du feu, le dieu de l'eau, voilà, le dieu de la mer, etc. Comme on a le dieu Zeus chez les Grecs, etc., etc. Donc il y a des choses qui ont des résonances, mais l'histoire n'est pas du tout la même. En Estonie, on a un dieu de la fertilité qui s'appelle Peko, qui n'existe pas du tout en Lituanie, parce que l'histoire n'est pas la même. C'est d'ailleurs un dieu qui est propre à un peuple qui s'appelle les Seto, qui sont répartis entre l'est de l'Estonie et la Russie. C'est une petite ethnie qui a son organisation, son petit royaume, son représentant qui siège au gouvernement, etc., etc. Et donc eux, ils élisent chaque année un roi, une reine, un représentant qui va entrer en communication avec Peko pour dicter quelles vont être les grandes thématiques à aborder cette année, les choses à faire, s'il y a des signes à comprendre, ou bien quand est-ce qu'il faut récolter les patates, etc. C'est Peko qui va donner beaucoup d'informations. Et la jeune génération croit très fort aussi à Peko. Oui, parce que la reine, tu vois, c'est pas une très vieille dame. Elle est très jeune, elle est très moderne aussi. Elle a vécu en Angleterre. Ouais. Ouais, c'est Angelica qu'on rencontre à ce moment-là. Elle vient d'être élue pendant l'été. Elle représente Peko. Elle fait des rêves avec Peko. C'est des gens qui prennent vraiment à cœur leur responsabilité. Et il y a aussi des enfants qui sont élus chaque année pour représenter Peko, mais pour les enfants. Et de la même manière, quand j'ai posé la question, notamment aux jeunes garçons, les jeunes garçons se sentent particulièrement liés à Peko. Il y a quelque chose de lié, je sais pas, à la fertilité, qui est très masculin chez eux. Et c'est très ancré que l'homme a une relation peut-être plus particulière à Peko que la femme. Ah oui, c'est étonnant. Hein Ouais. Et donc ça se passe par des rêves alors? Ça passe essentiellement par des rêves, en effet. Il faut savoir que Peko, dans l'histoire, ça a été un chevalier, un guerrier. Un guerrier qui serait a priori mort sur une bataille sur une colline.
Et de là viendrait la légende d'un dieu qui giserait sous une colline, qui serait endormi. Ah ouais. Et peut-être qu'un jour il se réveillera, on ne sait pas, mais en attendant, pour entrer en communication avec lui, il faut le faire par le rêve. Ah, c'est intéressant. Alors Amandine, tu es en train de regarder dans le livre de Sophie et tu as découvert quelque chose qui t'intrigue. Dis-nous un peu, ça ressemble à quoi? C'est un genre de bonhomme fait avec un tronc d'arbre. Et il y a des lampes dessus et plein d'autres trucs devant une maison. Ouais. Et alors, tu vas me poser la question à Sophie puisqu'elle est ici. C'est quoi le bonhomme? Alors le bonhomme que tu vois, qui est fait de briques et de brocs par les habitants de la maison qui se trouve juste derrière, c'est ce qu'on appelle un crate. Un crate, c'est un esprit farceur de la maison. Et c'est très important de le fabriquer avec ce qu'on a dans sa maison pour lui donner de l'âme en fait. Et c'est un peu le protecteur de la maison. C'est-à-dire que s'il y a un petit farceur qui vient et qui a envie de voler quelque chose dans la maison, eh bien le crate va défendre la maison. Et le fait de le mettre juste devant, tu vois, à l'entrée même de la rue, c'est une manière de dire aux gens, plutôt que d'avoir un chien avec un panneau « Attention, chien méchant », et ben là, c'est un peu « Attention, moi j'ai un crate ». D'accord. Et c'est dans la tradition estonienne que d'avoir un crate à la maison. Et dans la superstition et dans le folklore estonien, si tu donnes une goutte de sang au diable, eh bien ton crate, il va prendre vie et il va pouvoir bouger et faire tout ce que tu veux. Et tu vas pouvoir lui demander n'importe quoi. Et il va devoir le faire. Pourquoi il y a des étoiles de quoi déjà, maman? Étoile de Noël. Pourquoi il y a des étoiles de Noël qui brûlent dans du feu? Tu peux les décrire d'abord, les étoiles de Noël? Elles sont un peu de toutes les couleurs. Elles brûlent dans du feu bien alimenté, autour de la neige. Elles sont faites comment? De bois, de tissu, de laine. Elles ont des couleurs vives. En effet, ce sont des étoiles qui ont été fabriquées par Arto et Lisa, que nous avons rencontrés en Estonie. Ils les ont fabriquées avant les fêtes de Noël. Elles ont servi de décoration dans et autour de la maison pendant toutes les périodes des fêtes. Et puis, au moment du sortir de Noël, à la mi-janvier, ils ont pour tradition de brûler ces étoiles pour tout simplement purifier tout ce qu'elles ont pu attraper. C'est-à-dire que c'est des étoiles qui protègent aussi des mauvais esprits, etc. Parce que pendant les fêtes de Noël, pendant la période du solstice d'hiver, qui est la période la plus sombre de l'année, dans la superstition estonienne, c'est le moment où tous les esprits peuvent circuler, les bons comme les mauvais. Et donc ces étoiles, elles permettent de laisser passer les bons, mais de capturer les mauvais. Ah bah dis donc, tu disais tout à l'heure que c'était des attrape-rêves. En fait, c'est pas tout à fait faux. Hein. C'est pas tout à fait faux. C'est des attrapes mauvaises ondes et mauvais esprits. Et donc c'est très important pour eux de les brûler pour tout simplement purifier et laisser la place à la nouvelle année. Donc Lisa, quand elle brûle ces étoiles, elle nous explique que pour elle, c'est un peu une allégorie de la nature. Comme l'hiver peut créer des magnifiques sculptures de glace, et puis le lendemain, tout va fondre parce qu'il va y avoir un redoux. Et donc pour eux, même s'ils ont l'impression de créer des œuvres d'art, de décoration, bah, c'est important et libérateur pour eux de les brûler. C'est du lâcher-prise, c'est un esprit de liberté intense. Et puis, c'est faire de la place, tout simplement, pour la nouvelle année et pour tous les projets à venir. J'ai une autre question. T'as une autre question? Pourquoi en Estonie, il y a beaucoup de croyances? Il y a beaucoup de croyances, comme dans beaucoup de pays autour du monde. C'est pas propre à l'Estonie, mais les gens sont très attachés à ces croyances parce qu'en fait, elles structurent leur vie, elles structurent leur quotidien. Et la croyance, même la superstition, elle a une place importante dans leur vie. C'est lié aussi aux légendes, aux contes, aux histoires qui se racontent. Et c'est quelque chose qui est très présent. Et les Estoniens s'amusent aussi beaucoup de tout ça. Il y a une part de croyance, il y a une part aussi juste de culture. Le fait d'aimer faire ça, ça rassemble, ça crée du lien et puis ça rythme aussi l'année. Merci.
Et les chants aussi, c'est là-bas qu'elles se revêtaient de très très beaux habits. Hein. Donc Et le peuple séto, comme en Lituanie, comme dans le centre de l'Estonie, comme ensuite sur l'île de Kihnu, où on ira à vélo aussi, le chant, il a une place importante. À bien des titres, parce que les pays baltes ont une culture du chant très importante. Ils ont des chants qui sont classés patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que ce sont des chants pluriséculaires, voire plurimillénaires. Oui, c'est ça, c'était fou ça. Hein. Ouais. Le lilou, c'est ça. Le lelo seto, Lelo. par exemple, en Estonie, chez ce peuple seto, ce sont des chants qui se sont toujours transmis de manière orale. Le peuple seto a appris à lire et à écrire seulement il y a 100 ans. Donc la tradition orale, elle est très importante. Donc il y a un chant pour tout. L'année dernière, j'ai invité les femmes seto à venir en France pour accompagner la sortie du film. Elles sont venues sur 3 événements. Et elles sont restées avec nous une semaine. On a réussi à leur payer le billet d'avion avec l'Office du tourisme, etc. Enfin bref, on s'est débrouillés. Et c'est tout bête, mais à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, elles avaient un chant pour. Donc par exemple, un soir, je leur ai fait à manger du fromage local en Savoie. Elles avaient une chanson prête pour « Ah bah tiens, vous nous faites découvrir un mets local, on a un chant pour. Ah bah tiens, vous nous faites aller au restaurant, on va boire un alcool local, on a un chant pour. Vous nous faites visiter une église qui est particulière parce qu'elle nous fait penser à une sensation de tristesse, on a un chant pour. » Elles avaient vraiment un chant pour n'importe quelle situation. Et c'était tellement beau à voir parce que c'est de la cohésion, c'est du rassemblement, c'est un baume en fait, le chant. Comme la danse peut être un baume, comme le silence peut en être un aussi, comme le fait de se raconter des histoires. Le chant a quelque chose de guérisseur, ouais. Et j'ai vraiment ressenti ça pendant tout le voyage. On a vraiment été bercés et emportés par les chants, du début à la fin. En Lituanie, ce sont des chants qui sont très singuliers, qui sont un peu comme des mantras, qui se répètent non-stop. En Estonie, il y a un petit peu ça. Il y a les Orunik Song sur l'île de Kihnu, il y a le Lilo Seto. Il y a vraiment beaucoup de choses particulières qui donnent aussi une atmosphère un peu magique à ces endroits. Oui, les chants autour du feu l'hiver avec les très beaux costumes. C'était chouette la manière dont elle expliquait que déjà s'habiller, c'était se préparer mentalement pour le chant parce qu'il n'y a pas moyen d'aller vite. Hein, dans un costume quand même très compliqué à mettre et très unique à chacune. Et donc se préparer pour aller chanter, pas nécessairement devant une grande assemblée, mais vraiment pour chanter, on se prépare. Voilà. Et ça c'est tout un conditionnement quelque part. Et puis après, elle disait, je me send forte, je me sens puissante. C'est comme si ça les ressourçait comme ça. C'est aussi bien la vibration du chant que le message. Parce qu'effectivement, il y a, comme tu dis, il y a tellement de choses qui sont transmises par ce chant. C'est magnifique. Tu m'as vraiment fait redécouvrir l'importance de la musique, en fait. Hein, dans ce documentaire, ça m'a fort interpellée. Oui. Alors, c'est intéressant parce que c'est des femmes qui sont quand même très modernes. Elles vivent dans des maisons, certes, de bois. Mais en fait, en Estonie, tout le monde a une maison à la campagne et une maison à la ville, ou un appartement en ville. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment un pied dans la modernité et un pied dans la tradition, un pied dans l'environnement. C'est hyper beau. Et donc, c'est des personnes qui, quand elles sont en ville, ont une vie de citadine comme tout le monde. Et quand elles sont dans leur un peu isba, dans le backcountry, c'est des personnes qui retrouvent le goût pour prendre le temps de faire les choses. Et donc, quand elles disent qu'elles ont besoin de se concentrer pour s'habiller, mon Dieu que c'est beau de voir que rien que juste s'habiller, ça relève de la cérémonie aussi. On prend soin de soi quand on s'habille. On prend soin de soi quand on met une broche de la bonne manière. On est concentré sur le geste, sur la signification aussi que mettre une broche, etc. Et c'est très beau à voir. C'est très apaisant aussi de voir que chaque geste a une importance, etc. Et ça fait beaucoup de bien à voir. Oui, je trouve ça aussi très, très, très apaisant. Et il y a ce concept qui revient d'ailleurs plusieurs fois, parce que justement, la beauté du chant,
a un effet. Et donc, pour un autre endroit, il parlait aussi du fait que le beau, il parle, c'est plutôt vers la fin, je crois, sur la dernière île, quand on te parle du fait que le beau est puissant, est efficace. C'est lié. Les concepts sont liés. Mais ça m'a vraiment fait penser à l'Utotombo. En fait, je me souviens, j'avais un cours d'art africain à l'université. On pouvait prendre un cours en plus. Et moi, les prières africaines, ça m'intéressait réellement. Il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, c'est la bonne planque, on a toujours ces points. » Donc, c'était un peu l'option libre facile. Ouais. Et moi, j'ai adoré. J'ai vraiment embêché ce cours parce que j'adorais. Il dit « Mais d'abord, il faudra essayer de comprendre certains concepts parce qu'avec notre esprit d'occidental, on ne sait pas comprendre certaines choses. Par exemple, les masques doivent danser. Et les masques, il y a des masques de guérison. Et on les trouve beaux, mais c'est pas la fin en soi. On les fait effectivement le plus beau possible, mais pour qu'ils soient efficaces. Oui. Et donc ça, c'est le concept d'Utotombo, qui est donc beau et efficace. Et j'ai retrouvé un peu ça dans ce que disait ce monsieur. Il parlait de faire des choses belles parce que c'est puissant et parce que c'est efficace. Oui. Et du coup, ça m'a fort interpellée de réentendre ça dans Oui, les Pays Bas. il parle c'est Arto Kasik à ce moment-là, qui est aussi une personne qui a été difficile à convaincre. Jusqu'à la veille, il voulait pas nous rencontrer. Okay. Et j'ai insisté, j'ai appelé sa femme, qui s'appelle Lisa. Et c'était un peu mon joker, tu vois, d'appeler la femme de Arto. Et finalement, ils ont dit OK pour boire un café, se rencontrer. Et puis, c'est en nous voyant arriver à vélo qu'il a dit « Bon, OK, vous êtes les bienvenus quand même à la maison. » Et puis là, tout s'est décanté. Et c'est une personne qui nous a accueillis chez lui pendant 3 jours et qui nous a fait découvrir aussi son environnement, les lieux sacrés qui sont autour de chez lui. Et puis surtout, le premier jour où on arrive, bien sûr qu'on était en tente la veille, etc. Ça faisait plusieurs jours qu'on ne s'était pas lavé. Il nous a dit, bon, avant toute chose, on va aller au sauna ensemble. On va se laver. Alors, je ne sais pas si c'était une proposition juste d'introduction à la culture estonienne à travers le sauna, ou bien c'était parce que vraiment on sentait mauvais et qu'il fallait se laver. 3 jours avec celui-là. Voilà. C'était peut-être un peu les deux, j'avoue. Mais tout ça pour dire que on se met à nu tout de suite avec ce monsieur-là, au sens propre et figuré du terme, parce que son sauna traditionnel ancien, c'est ce qu'on appelle un smoke sauna, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheminée pour évacuer la fumée. Il fait le feu à l'intérieur du sauna, il laisse fermer pendant plusieurs heures, ça fait chauffer les pierres, ensuite il ouvre, la fumée s'en va, nous on rentre à ce moment-là. Et donc c'est un sauna qui est très organique, très singulier, c'est tout noir, il a plus de 100 ans, le sauna, il est vraiment très très beau. Et donc on passe cette première soirée avec lui, il nous a dit « C'est important de se laver parce que demain je vais vous emmener sur un lieu sacré et donc il faut être propre pour se rendre sur un lieu sacré. » Et ce lieu sacré, en l'occurrence, c'est une source d'eau qui s'échappe d'une faille magnifique et dans un environnement où il y a des grandes gorges sédimentaires, c'est absolument incroyable. Et donc le lendemain, quand on arrive sur cet endroit-là, je lui pose la question « Est-ce que tu donnes beaucoup de symboles à ce qui t'entoure ?» Et là, il me reprend, il me dit « Non, Sophie, je donne pas du symbole, je donne du sens à ce qui m'entoure. » Et le fait de donner du sens, ça montre à quel point on a besoin de la culture dans nos vies. La culture, c'est quoi ? C'est le sauna, c'est le chant, c'est la danse, etc. Et c'est là qu'il dit « Tout ça, on en a besoin parce que c'est beau et parce que c'est utile et que ça nous construit, ça nous enrichit en tant que personne, en tant que communauté, etc. » Et quand il dit ça, je dis « Bien sûr, c'est beau et c'est utile parce qu'en fait, ça nous aide à voir autrement ce qui nous entoure. » Et Arto, il dit quelque chose de très juste. Il dit on peut très bien considérer notre environnement comme une ressource, mais c'est tellement dommage parce que la ressource est tellement vide en soi. Alors que si on le considère comme quelque chose qui est habité par un esprit, bah, tout de suite, on voit les choses de manière différente, en fait. Et peu importe qu'on y croit pas, qu'un bois, qu'une rivière, qu'un environnement soit lié, je dis une bêtise, à une légende, le fait d'avoir cette légende connectée à cet endroit-là, forcément, ça donne un caractère un petit peu magique, un peu spécial, qu'on personnifie, et on a peut-être plus envie de le préserver si on lui donne un caractère un peu légendaire qu'on s'il le considère juste comme une ressource. Et ça, c'est vrai. Un bois, ça peut être un bois et on peut le voir comme une réserve pour l'hiver.
comme on peut voir un bois comme un lieu où a vécu Merlin l'Enchanteur à Brocéliande en Bretagne, par exemple. Et là, tout de suite, on n'entre pas de la même manière dans le bois. Ça, c'est sûr. Ah oui, il disait aussi que du coup, la relation avec l'environnement pouvait presque être comme avec un ami. Voilà, il y avait quelque chose, il y avait une certaine chaleur, on va dire, une interaction au niveau émotionnel qui était possible. Et effectivement, moi, je pense que c'est notre plus grande perte, c'est d'avoir perdu le sens du sacré de ce qui nous entoure. Ouais. Parce qu'on réfléchirait à 2 fois avant de faire un trou, ou à taper du béton, ou à... Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, je suis tout à fait persuadée aussi. La baie de Parnou nous offre l'illusion de pouvoir atteindre Kihnou par la glace. La traversée était faisable il y a encore 10 ans. Mais en cette fin de janvier, l'hiver n'a plus aucune emprise sur ce petit caillou de 16 km². Comme si tout ce que nous avions vécu jusqu'à présent relevait du rêve. Certains disent que l'île abrite la dernière société matriarcale d'Europe. Je sais surtout qu'ici, les femmes ont une relation très singulière aux éléments qui les entourent. Tunnetama ning väga hästi tundma ning väga suuri riske merega ei tähenda võib-olla ka võtta, et üle kavalda. Mare Matas est à mes yeux la responsable des affaires étrangères. Ici, en général, on aime plutôt garder ses distances avec les gens de passage. Mais si l'on gagne le cœur de Mare, c'est toute l'île qui est prête à s'ouvrir, tout doucement. L'île de Kihnou, parle-nous un petit peu de cette île qui terminait votre séjour. Alors, c'est une île qui se situe dans le golfe de Riga, exactement, dans la baie de Parnou, qui est une ville en Estonie. C'est une petite île qui est considérée comme la dernière société matriarcale d'Europe. Forcément, moi, ça m'intrigue. Ah mais oui, mais moi J'ai aussi. envie d'y aller. Bon, alors comment ils font ? On va dire c'est le dernier objectif professionnel, on va dire, du documentaire avant de terminer en rentrant par la Finlande et la Suède pour terminer le voyage. Cette île-là, je m'y suis intéressée parce que je trouve qu'en soi, elle pouvait bien conclure le documentaire. Parce que sur cette île, comme sur n'importe quelle île, on a un microcosme, on a une micro-société. Et c'est un peu, voilà, si on veut regarder l'humanité, il suffit de zoomer sur les petites îles pour voir un condensé de ce que c'est que l'humanité, à travers lequel on peut comprendre la relation à l'environnement, est-ce qu'on détruit nos ressources, etc., etc. Tout ce qui se passe sur une île, c'est visible. Si on déforeste massivement, au bout d'un moment, il n'y a plus d'arbres sur l'île et on est fichu. Donc, moi, ce que j'aime sur cette île de Kihnou, c'est que les gens sont très connectés à leur environnement. Et puis surtout, ils ont une relation très particulière à lui, et en particulier à la mer. Parce que sur l'île, il n'y a pas une personne qui n'a pas perdu quelqu'un en mer. Oui, ça m'a frappé. Il y a énormément de veuves, il y a énormément d'histoires terribles de jeunes marins qui décèdent en mer, etc. Parce qu'il faut savoir que dans cet endroit-là de la mer Baltique, il n'y a que 4 mètres de profondeur dans cette baie-là. Donc, quand il y a des tempêtes, c'est très dangereux. On peut vite prendre des cailloux, des rochers, et puis faire naufrage. Donc, c'est une zone qui est quand même assez malheureuse en termes d'histoire de marins qui disparaissent en mer. Et donc, la mer, elle a un impact majeur sur la population. Elle impose beaucoup de choses, en fait, au peuple. Si bien que les hommes sont très souvent en mer, voire 6 mois de l'année, et les femmes sont très souvent à terre et font le reste du travail agricole, de tissage, etc. C'est une population qui vit encore beaucoup des traditions. Ils sont 400, ils sont pas beaucoup. C'est un tout petit peuple. Le chant a une place évidemment importante aussi, et puis surtout la superstition. Et moi, ça m'intéressait un petit peu d'aborder cette thématique-là parce que ça fait aussi partie, on va dire, d'une culture. Quand on parle de spiritualité, de relation à la nature, de donner un esprit à un arbre ou quoi que ce soit, ça peut aussi relever de la superstition. Et j'aimais bien aborder un peu cette thématique sur cette île-là. Moi aussi. Mais attends, juste un cran, parce que ça me passionne, cet aspect-là. Ouais. Mais justement, les 6 mois en mer, je me demandais, c'est avec des retours ou c'était vraiment des grands voyages, ils allaient ailleurs? Et qu'est-ce qu'ils pêchent? Non, ça dépend. Alors, il y a vraiment des marins qui partent en mer 6 mois et auquel cas, c'est sur des énormes
des énormes bateaux où là, c'est des grosses campagnes de pêche, ou bien c'est des plus petites campagnes de pêche. Ils partent un mois, ensuite ils reviennent, ils repartent un mois, ils reviennent, etc. Et auquel cas, en cumulé, il ne reste que 6 mois de l'année sur Terre, quoi. D'accord. Pour se reposer, etc., etc. Donc, ils sont pas souvent présents. Et puis, il faut savoir aussi, et j'ai discuté de ça beaucoup avec une femme en particulier, qui me disait que sur cette île, les femmes ont un pouvoir particulier. Elles ont le pouvoir d'entrer dans la tête des gens pendant qu'ils rêvent la nuit. Et elle me disait que ça, c'est quelque chose qui relève un peu de la superstition, mais c'est leur moyen à elles de régler les problèmes de village. Les règles, c'est un peu des petites combats de coq dans les rêves, quoi. Donc, elles vont être capables de te faire avoir un cauchemar ou de te manipuler dans ton rêve, de te faire penser des choses, etc. Inception version. Voilà, c'est ça. Bon, c'est très rigolo, ça fait un peu peur. On n'a pas envie de se les mettre à dos, ça c'est clair. On pourrait penser que ce sont des sorcières, un peu. Mais en tout cas, elle réfute mordicus l'appellation de société matriarcale. Parce que c'est vrai que dans les faits, quand on regarde, en fait, la femme a autant d'importance que l'homme sur l'île. Donc, si le matriarcat, c'est une société égalitaire, moi, je trouve que c'est une bonne définition à donner. Dans le sens où la femme est très importante sur l'île, au même titre que l'homme, et ils se partagent les tâches dans un grand point d'égalité. La femme est très forte sur l'île de Kihnu. Elle est forte au sens spirituel du terme, mais aussi physique. Hein. Attention, hein, elles sont costauds. Bah, si les hommes sont pas là, elles font tout, quoi. Voilà, donc, c'est voilà, ça. hein. Ouais. Les corvées de patates, voilà, faut y aller, quoi. Donc, c'est très beau à voir. C'est une société qui, en revanche, peut paraître un peu renfermée. C'est-à-dire que c'est une population qui a un peu peur du tourisme en développement. Ils ont tendance à essayer de se protéger un petit peu, même s'ils vivent principalement quand même du tourisme. Oui, j'ai été voir un petit peu. Il y a plein de sites pour aller les voir, en fait. Ouais, il y a 30 000, entre 30 et 40 000 touristes qui viennent chaque année sur cette petite île de 400 habitants. Donc le tourisme, il est plutôt développé entre juin et août, à peu près. Le reste de l'année, c'est quand même plutôt tranquille. Mais c'est quand même beaucoup. C'est assez intense. Et donc là, l'île, les membres de l'île se posent la question de jusqu'à quel point il faut autoriser, jusqu'à quel point est-ce qu'il ne faut pas mettre un petit ticket d'entrée pour filtrer un petit peu, etc. Et préserver la culture, tout simplement. Ouais. Voilà, que ça ne devienne pas un Disneyland où on vient et on fait du tissage à domicile juste pour que les gens voient, mais que ça reste quand même quelque chose de présent. Et donc j'aimais bien, en fait... cette île pour ça, parce qu'on parle de beaucoup de choses, de sujets actuels. On parle de défis, justement, quelle est la place de la tradition dans la société. J'ai questionné une femme qui s'appelle Mare Matas, qui a des enfants, et je lui demande, mais toi, tes enfants, est-ce qu'elles continuent de porter la jupe traditionnelle ? Parce que sur l'île, les femmes portent encore la jupe au quotidien. Elles ne la portent pas quand elles quittent l'île, pour pas être, on va dire, stigmatisées. Mais sur l'île, la jeune génération, elle est encore très fière de porter la jupe. Et quand on va dans un bal le soir, elles ont toute la jupe colorée, rayée, rouge, jaune, bleu, violet, etc. Et en même temps, elles ont le cuir par-dessus. Ah, excellent. Ouais, ça c'est un peu la mode tout de suite sur l'île de Kihnu. Et c'est des jeunes femmes avec qui j'ai beaucoup discuté parce que j'y suis retournée l'été dernier pour montrer le film et le livre. Et elles m'ont toutes dit que non, elles sont fières. Elles sont fières de ça, mais elles sont fières d'apporter les codes qu'elles ont envie aussi d'apporter. Donc c'est ce qui est intéressant dans la tradition, c'est que c'est jamais figé. Et une des femmes aussi de l'île m'a dit, mais vous savez, Sophie, moi je suis allée en France il y a pas longtemps et je trouve quand même que vous, votre culture, elle est quand même basée sur de la vieille pierre poussiéreuse. Hein. Et je lui ai dit, mais t'as raison parce que nous, nos vieilles pierres, on a du mal à les faire bouger. Et vous, au contraire, votre culture qui est basée plus le chant, la danse, la jupe, c'est des choses qui sont plus légères, on va dire, et qui sont plus faciles à faire évoluer. Et en ça, vous avez, je pense, très raison de faire en sorte que votre tradition, elle puisse évoluer dans le temps, selon les envies et puis selon qui vous êtes aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne manière de redéfinir ce que c'est qu'une tradition. Parce qu'une société évolue très vite. En 10 ans, il se passe tellement de choses. Et ça fait du bien. Je trouve ça inspirant de se dire que c'est bien aussi de regarder un petit peu chez soi et d'essayer de faire un peu bouger les choses parce que nos sociétés
entre il y a 50 ans et aujourd'hui sont pas du tout les mêmes. Ouais. Et c'est important de redéfinir qui nous sommes dans notre grande diversité et complexité pour avancer tout simplement. Ah oui, non, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'importance des traditions, ton film, parce que justement, cette vision où on parle beaucoup de perte d'identité, etc. Mais c'est tout Ouais. à fait vrai. Mm. Et je pense qu'avoir une tradition bien vivante dont on est fier, savoir encore qui on est, c'est aussi savoir où on va. Et c'est vrai que rien ne pousse vers ça, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont intérêt à ne pas savoir, à ce qu'on ne sache pas qui on est et se laisser dire où on doit aller. Mais justement, c'est peut-être reprendre ancrage. Et je trouve que ouais, tu m'as vraiment fait voir les traditions différemment, en fait, avec ton film. Mais vraiment. Et je pense qu'il y a un enjeu là, vraiment intéressant. Et donc, le feedback de ces femmes est hyper, hyper intéressant et devrait continuer à nous faire réfléchir, vraiment. Ouais. Mhm. Ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu l'idée et c'est aussi ce que m'ont dit les gens qui nous ont accueillis et qui m'ont accueilli pour le documentaire. Ils m'ont dit, mais tu sais Sophie, si j'accepte de répondre à tes questions, c'est parce que j'espère quelque part que ce que je vais te dire, ça va te faire écho et ça fera écho aux gens qui écouteront et ça leur donnera aussi envie de faire le même travail. Ah bah voilà. Et c'est vrai, et c'est Génial. ça en fait, c'est important de travailler toutes ces thématiques-là de manière vertueuse, inclusive, positive, pour avancer, évoluer et surtout recréer de la cohésion. Parce qu'à travers le chant, à travers la danse, à travers les histoires qu'on peut se raconter, les contes, les légendes, en fait on crée du lien, on crée de l'échange, on crée de la communication qui n'est pas forcément verbale. Se tenir la main pour danser, chanter une même chanson, ça fait du bien. Ça nous fait nous dire qu'on n'est pas tout seul. Oui. Et les histoires, j'ai rien vu de plus liant qu'une histoire. Ça peut être une légende, ça peut être un conte, ou c'est les légendes urbaines, ou les histoires qui font peur, ou un récit de voyage, un récit d'aventure. On rentre de quelque part et on le raconte, on le partage. Ça crée tellement de cohésion, de lien entre les gens. On en a tellement besoin. Et je trouve ça tellement beau. Ces pays-là, ils m'ont beaucoup inspirée justement là-dessus, où c'est encore très vivant, très oral en fait. Et je trouve qu'on manque d'oralité dans nos contrées de l'Ouest. Oh, mais il y en a qui font des podcasts. Hein. Il y en a, ouais, bien sûr. Non, tu rigoles, mais j'adore l'idée d'être dans une tradition de raconter des histoires. Mais de oui, leur c'est réalité. tellement important. Et tu vois, là, j'ai déménagé, j'habite en Bretagne maintenant. C'est pas pour rien, parce que c'est un endroit où justement le chant, la danse et les récits, ils sont encore... c'est très ancré dans le quotidien, dans la culture, et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi qui suis issue d'une famille en partie bretonne, du côté de ma grand-mère et mon papa, donc c'est quelque chose qui est aussi en moi, et je suis contente de le retrouver, et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Oui. Retrouver son identité dans son terroir, c'est vrai que ça me parle aussi. D'ailleurs, il y a quoi en Belgique c'est quoi les chants ou les légendes locales par chez toi, à Namur? Ah bah écoute, on va aller faire le tour de la ville tout à l'heure. On va montrer l'une ou l'autre. Ouais, j'adore aussi. C'est vrai que c'est important. Et il y a du chant. Il y a des traditions, patrimoine immatériel de l'UNESCO. On est à Binche, un carnaval assez connu avec ces Gilles qui dansent. Ça date du Moyen-Âge, ces traditions. Il y a à Mons le doudou, qui est le combat de Saint-Georges avec le dragon, qui est encore une tradition très très forte, avec des choses un quart d'heure, tu dois absolument monter une rue plutôt montagne, là, ça monte bien. Sinon, en général, chaque fois qu'il n'y a pas réussi à le faire, il y avait une guerre. Hein. Donc, tu vois, oui, on en a encore quand même des traditions assez vivaces. Mais c'est vrai que les jeunes se prennent encore au jeu, et ça, c'est chouette, c'est des très bons signes. Ouais. Quand il n'y a plus que les 2-3 vieux du village qui maintiennent encore une tradition, il y a quelque chose de tristounet. Mais c'est que ça doit partir aussi. Oui, où il y a une réelle perte parce que c'est plus assez... Que sais-je. Ouais. Moi, tu vois, je vois beaucoup de... Alors, dans les contes, ce qui est intéressant, c'est que selon la période à laquelle ils ont été réécrits ou bien transmis de manière orale, tu sens l'impact sociétal sur le conte. Et dernièrement, je lisais un livre sur les contes polonais et j'étais surprise de voir à quel point ils étaient tous machistes à mort dans ces contes. Et parce qu'en fait, ils avaient été réécrits à un moment de l'histoire où c'était l'homme number one et puis la femme, elle était bête, elle servait à rien, à pas reproduire et puis c'est tout, quoi.
Ouais. Mais si on prend ces contes-là, écrits ou bien transmis il y a 300 ou 400 ans, bah, la morale n'est pas du tout la même. Donc c'est intéressant. C'est super intéressant. Mais ça, tu me parles d'un truc. Moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études en littérature sur Robinson Crusoe et ses réécritures. Oui. Tu vois, déjà les histoires de naufrage avant, dans l'Antiquité. Après, le Robinson Crusoe. Et puis après, quand ça a été réécrit par Aimé Césaire, quand ça a été réécrit par un blanc mais sud-africain, quand ça a été réécrit à travers plein de choses. Hyper intéressant de voir comme une histoire peut vouloir dire tellement de choses d'après les yeux qui la lisent, la bouche qui raconte. C'est ça. En ça, l'oralité, elle est très importante aussi, parce que c'est un témoin très profond de la société, tout simplement. Et l'oralité, elle a encore toute sa place aujourd'hui. Et pour moi, c'est très important que l'oralité reprenne un petit peu de force. Et donc, ça veut dire se retrouver dans des lieux en présentiel, comme on dit maintenant, et pas forcément à distance, pour justement continuer ces transmissions-là, faire évoluer les choses. Et je crois que c'est peut-être l'une des plus belles leçons aussi, moi, que j'ai retenues de cette expérience de traversée hivernale, c'est qu'en fait, les légendes, il faut les réécrire constamment. Et pas que les légendes personnelles, pas que les légendes individuelles, les légendes de l'humanité. C'est à nous de les réécrire pour les mettre à jour, tout simplement. Quand on fait des mises à jour de téléphone, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des choses qui sont obsolètes. Eh bien, je trouve que dans le récit de l'humanité, c'est pareil. Il faut qu'on le mette à jour, notre récit de notre humanité. Parce que s'il devient obsolète, on va tomber malade, je pense. Et c'est un peu ce qui est en train de nous arriver tout de suite. Donc, à nous de prendre les rênes de tout ça et réécrivons les choses à nos images aujourd'hui. Tu vas me le développer, ça. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était une belle conclusion. Je m'en doute. Tu veux dire peut-être reparler de nos valeurs, de ne pas écouter le récit dominant qui parle de performance et de toujours plus, ou qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que c'est aussi une question d'esprit critique. Et puis, tu sais, dans les sociétés aujourd'hui... Dans nos vies, aujourd'hui, c'est important de prendre un peu de vieux, un peu de jeunes. Et tu vois, dans une maison, c'est bien d'avoir des choses neuves, c'est bien d'avoir des choses anciennes aussi. Je pense que dans la vie, c'est pareil, en fait. Et il faut faire avec le vieux, il faut amener des nouvelles choses, essayer de mélanger les deux, et puis faire en sorte d'avancer. Et en ça, oui, travailler son esprit critique et pas tout prendre pour acquis. Et c'est pas parce qu'un récit est ancré depuis des siècles, qu'il est forcément encore juste aujourd'hui. Il a peut-être été juste à un temps pour une population à un moment donné. Aujourd'hui, à nous de lui redonner des jolies couleurs, quoi. Et donc oui, ça passe par en effet pas tout prendre pour acquis, pas tout prendre comme une vérité vraie, mais écouter tout le monde. Et je pense que c'est important de rester très ouvert, très 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 ouvert. Et prendre à droite, à gauche, au milieu, derrière, en haut, par terre, et faire sa petite popote, quoi. Là, donc, ce film, ce que j'aime bien, c'est que vous avez eu à cœur de retourner là-bas pour aller le présenter aux gens, aux protagonistes, finalement. Ça a été quoi leur réaction? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ce film, de ce regard français sur leur culture? Ça, c'était, je pense, la boucle à boucler. C'était très important de leur apporter aussi tout ce qu'ils nous avaient donné et offert. C'était pour moi une grande responsabilité en tant que réalisatrice que de montrer mon travail, enfin notre travail et mon travail de restitution, pour la simple et bonne raison que ces gens nous ont fait confiance. Et donc, j'avais beaucoup d'appréhension, de peur à leur montrer tout ça. Parce que, évidemment, quand on fait un travail sur des gens et qu'on le montre avec mes mots, ma sensibilité, ce que j'ai compris et vu de ce qu'ils m'ont dit, il y a quelque part une grande responsabilité de ne pas trahir ce qu'ils sont et ce qu'ils ont partagé. Donc la première projection, moi j'ai fondu en larmes, c'était en Lituanie, c'était dans une grange à foin. C'est dans un petit village justement traditionnel. Ils étaient très contents de nous recevoir et de découvrir le film, etc. Et ça a été extraordinaire, les gens pleuraient. Les gens étaient tellement fiers. Imaginez-vous que les pays baltes, c'est des toutes petites nations. En Estonie, il y a 1 300 000 habitants. En Lituanie, c'est à peine plus. Donc, quand vous arrivez avec un film qui a été diffusé partout en Europe sur Arte et que vous vous intéressez à quand même quelque chose qui est tout petit,
Pour eux, c'est une grande fierté. C'est une valorisation de ce qu'ils sont. Et il ne faut pas oublier que ces pays-là, ils ont été sous domination étrangère pendant 600 ans. Ça fait qu'une trentaine d'années qu'ils sont indépendants. Quand on est dans sa trentaine en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation, on a besoin de redéfinir qui on est et d'affirmer qui on est. Et ce film-là, il les aide aussi en ça, à s'affirmer tels qu'ils sont, en tant que peuple animiste, multiculturel, très riche culturellement justement parlant. Et donc c'est très fort pour eux de voir ça. Il faut savoir qu'en Estonie, le film il a été diffusé dans plein de petites salles aussi parce qu'on a été beaucoup contactés justement par différentes communautés, des villages, etc. pour projeter le film. Et on a été, attention, considéré comme le film de la semaine par le premier magazine cinéma du pays devant tous les blockbusters américains. Excellent. Pour vous dire, alors qu'on faisait des tout petites salles, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais ils étaient tellement touchés. Les gens venaient nous voir après, ils nous offraient des pots de miel, des chaussettes tricotées pour nous remercier. Oh, trop bien les chaussettes. Ouais, Elles sont non mais magnifiques là-bas. ils étaient vraiment très émus, très touchés. Et puis ça a donné lieu à beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Ils se sont rendus compte à quel point ils n'étaient pas si différents les uns des autres, les Lettons, les Estoniens, les Lituaniens, alors que quand vous discutez avec eux, ils se sentent très différents. C'est normal, ils ont besoin d'exister en tant que peuple. Mais c'est rigolo de voir à quel point ça crée des ponts et ça crée des liens aussi. Et j'ai trouvé ça magnifique à voir. Et puis juste, voilà, c'est cette étincelle dans les yeux, ces gens qui pleurent parce qu'ils sont fiers d'être valorisés, en fait. Et ça tient qu'à ça, en fait. Parfois, c'est pas grand-chose. Hein. Dans notre vie, on a juste besoin que quelqu'un nous dise « T'es beau ». T'es belle, c'est pas parfait, mais ce que vous faites, c'est incroyable. Dans le film Avatar, je trouve qu'il y a un truc très fort, c'est qu'on dit pas je t'aime, on dit je te vois. Tu vois, même pas nécessairement dire oui, en plus t'es beau, t'es belle, et c'est vrai qu'ils le sont, mais juste quelqu'un qui te voit vraiment, qui te regarde vraiment. C'est rare en fait. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui prend le temps de te regarder. C'est très touchant. Ouais, c'est ça, c'est voir, c'est comprendre aussi. Et puis, c'est laisser de la place, et puis c'est mettre un peu de lumière et donner un peu de fierté, ouais. Et sans que ce soit de la fierté mal placée ou égotique ou quoi que ce soit, on a tous besoin un petit peu voilà, de quelqu'un qui, en effet, nous voit et dise « Waouh, c'est bien ce que tu fais ». Et ça peut que aider à faire des choses bien autour de soi, ça c'est sûr. Amen à ça. Vraiment, vraiment. Alors, il y a toujours des petites réflexions à la fin que je fais sur l'échec et le succès qui est le plus construit, mais ça, on l'a déjà fait. Donc, je voudrais juste souligner à quel point tes images sont splendides. Hein. Merci beaucoup. On voit encore une différence, c'était déjà très beau dans le premier film, mais là, il y a quelque chose, enfin, c'est beau, on voit ton art s'épanouir. C'est une profondeur aussi de réflexion que j'adore, c'est magnifique. Mon mari a été scotché aussi quand on l'a regardé, il dit « Waouh, mais dis donc, c'est un... » superbe film. Alors du coup, comme je t'ai déjà parlé de ces questions-là, je vais t'en poser d'autres. Depuis Alaska-Patagonie, quelles sont les nouvelles pensées qui te parcourent et qui modèlent à présent tes projets ? Est-ce qu'il y a un apprentissage ou un changement de perspective qui ne te quitte plus ? En ce moment, je travaille beaucoup sur la transmission et le partage de connaissances. C'est important pour moi et je l'ai compris à travers mes différents travaux dernièrement. J'étais au Salvador au mois de décembre pour Arte et j'ai vu à quel point le pays a été meurtri, bien sûr, par la guerre civile, mais aussi par cette perte de transmission. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues avec la guerre et ça montre à quel point, quand on perd cette transmission-là, on perd beaucoup de l'âme de qui on est. Et c'est important de le retrouver pour pas, entre guillemets, tomber malade aussi en tant que société. Donc, ce sont des thématiques qui m'appellent fortement. Et donc là, je travaille sur un projet autour justement de la transmission de la langue et des dialectes, etc. en Alaska. Et j'ai un autre projet en Estonie qui est plutôt connecté au chant, qui m'a beaucoup inspirée, que j'essaye de développer aussi pour cet été. Et c'est lié au pouvoir du chant. Voilà. Après,
J'ai toujours été très, comment dire, attirée par l'homme avec un grand H. C'est vraiment cette quête de compréhension, d'amour aussi, de l'humanité avec un grand H dans sa plus grande complexité qui m'attire beaucoup. Je crois que j'ai un cœur gros comme ça et je suis capable d'aimer l'humanité dans sa plus grande complexité, ça c'est sûr. Et j'ai envie de continuer là-dedans à mettre en avant des histoires de femmes, d'hommes inspirantes qui font du bien et qui nous connectent aussi aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Et ça, on ne les répondra jamais mieux que si on sait les puiser profond dans ses racines, qui nous rassemblent tous finalement. Ouais. On dit que dans une forêt, toutes les racines se touchent. Ouais. Je pense que l'humanité, si on creuse un petit peu, on va se rendre compte que nos racines se touchent toutes. Oui, Ouais, bien sûr. Magnifique. C'est quoi pour toi les ingrédients d'une vie d'humain qui a de la valeur, puisque c'est un questionnement qu'on sent que tu te le poses. Qu'est-ce qui te meut, Sophie, à part tes jambes? Qu'est-ce qui me fait avancer, tu veux dire, dans la vie? Apprendre des choses. Apprendre. Ouais. Si un jour j'ai plus le goût d'apprendre, je crois que ça veut dire que je serai au bout de ma vie, là. Curiosité, saine curiosité. Ouais. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'est restée en tête de ce voyage au Pays des Brumes? Ouais, c'est une phrase d'Oscar Wilde. C'est l'incertitude qui nous charme, tout devient merveilleux dans la brume. Et c'est très juste. On n'a pas besoin de tout voir, on n'a pas besoin de tout comprendre non plus, et on n'a pas besoin de tout savoir non plus. C'est un peu allégorique comme un voyage à vélo, on prend le chemin à droite, on va pas à gauche. C'est comme ça. Et c'est pas grave. Et on n'a pas besoin d'être allé partout, d'avoir tout compris, tout vu pour ressentir et pour avoir une expérience transcendante. Donc c'est, cette phrase-là. Chaque fois, je ne sais plus comment continuer. Mais bon, on va quand même être plus prosaïque. Je vais te demander ton actualité du moment et tes projets futurs. On en a déjà un peu parlé. Mais donc, pour l'instant, tu tournes avec ton film encore jusque quand? Alors, j'ai quelques projections du film encore cette année et de partage de dédicaces du livre aussi. Parce que Au Pays des Brumes, c'est un film, mais c'est aussi un livre. Magnifique. Un beau livre photo qu'on a imprimé en France chez le même imprimeur que Vincent Munier. On a été beaucoup épaulés par les gens qui travaillent aussi avec lui, qui nous ont aidés à avoir vraiment un très très bel objet immersif, sensoriel aussi. Un papier, oui. Très agréable, oui. Donc, on est très content de continuer de partager tout ça encore cette année sur quelques dates. Ce sera l'agenda, il est sur mon site internet. Et puis sinon, cette année, j'ai donc des projets plutôt d'écriture. J'ai ces 2 projets d'écriture de documentaires. J'ai aussi envie d'écrire des livres. Moi qui adore lire, tu me tiens au courant. Hein. Ouais. Donc, un vis-à-vis d'Alaska-Patagonie, un vis-à-vis de mon projet que j'ai eu en Pologne, centré aussi sur cette thématique de l'immigration, de la transmission et ce récit de voyage, justement, d'un mois d'immersion culturelle en Pologne, en solitaire. Donc ça, c'est des projets que j'ai pour cette année. Et puis, j'ai surtout envie de m'imprégner de la Bretagne et de la découvrir, de prendre le temps, surtout, de vivre des instants pour moi cette année. C'est un vaste projet. Ah oui, c'est un très beau projet. Très beau projet. Et pour te suivre, c'est ton site internet. Bon, les réseaux, je sais que tu poses de très belles choses. Sophie Planck sur Facebook, Instagram. J'ai un site internet aussi. Vous pouvez retrouver le livre, le DVD du film, etc. etc. Et c'est un endroit où vous pouvez me contacter aussi facilement si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, je recommande vraiment, vraiment et le livre et le film. C'est de toute beauté. C'est profond, c'est beau, c'est comme il disait, c'est beau et efficace. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie. À bientôt. Sophie, encore merci à toi pour cette discussion qui s'est prolongée bien après l'enregistrement et pour toutes les splendides images partagées. Toi qui m'écoutes, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Sophie pour découvrir le teaser de ce documentaire qui est beau et efficace, comme discuté. La beauté est efficace ici pour nous ouvrir des portes de ces pays méconnus et ouvrir dans nos esprits un espace de réflexion peu visité. Sans surprise, je conseille également vivement ce livre aux amoureux de belles photos, de beaux objets, car il est splendide et un vrai plaisir à avoir entre les mains, à regarder
et à lire. Et je ne me risquerais pas à le conseiller s'il ne m'avait pas tant séduite en toute indépendance. Vous aurez comme toujours tous les liens utiles dans les notes vers le livre de Sophie, vers son site, vers le teaser du documentaire, vers le premier épisode que nous avions enregistré ensemble à l'occasion de son passage à Bruxelles pour la projection de son autre film Alaska-Patagonie, disponible d'ailleurs en DVD sur son site pour les amateurs, et dont plusieurs épisodes sont disponibles sur YouTube. Oui, ce sera dans les liens également. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation, donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Si tu mets un avis sur ta plateforme de podcast, cela aide également beaucoup le podcast à ressortir de la masse pour être plus facilement découvert par d'autres. Donc même si c'est embêtant de toujours demander cela, c'est important pour le projet, donc je le fais et je te remercie de prendre le temps de mettre des étoiles au ciel de Storylific. Merci à mes partenaires AS Adventure et la banque CPH pour leur soutien à ce podcast et merci à toi pour ton écoute. À bientôt. Parfois les histoires qui font peur, peu importe. Attends, j'ai mon ventre qui gargouille à mort. Je dirais un avion qui passe ou c'est son ventre. Si tu donnes une goutte de sang au diable, eh bien ton crâne, il va prendre vie et il va pouvoir bouger et faire tout ce que tu veux. Et tu vas pouvoir lui demander n'importe quoi. Et il va devoir le faire. Super, moi je joue très bien. Et en fait, on va pas donner une goutte de sang au diable là. Bah, faut que tu ailles le voir dans la forêt. Ah, il y a un diable dans la forêt? Ouais, en Estonie. Et on s'est fait On l'a déjà vu? Ça, vous le trouvez. Ok. Oui, bah n'essaie pas, s'il te plaît. Mais j'aimerais bien voir un. Moi, j'ai déjà saigné à l'école. Oui, bon écoute, je crois que dans la cour de récré ça va, c'est bon. Mais comme ça, je devrais plus ranger ma chambre. Tu devrais plus ranger ta chambre, oui, mais t'as plus d'âme, c'est pas un bon deal, je trouve. Ah, j'ai plus d'âme? Bah si tu donnes ton sang au diable, ça veut dire que tu donnes ton âme au diable. Hein. Ouais, ça va dire. Bref, voilà. Mais Oh, peut-être c'est pas la vérité, mal. peut-être c'est une légende. Peut-être c'est une légende, mais va pas te promener avec tes gouttes de sang. Madame C'est expérimentation. intéressant. Oui. Mais je crois pas. Mais moi, j'y crois pas trop. Ouais.